Et si je vous disais que l'homme le plus dangereux de Chicago s'agenouillerait un jour devant une femme qui nettoie ses sols? Voici l'histoire vraie d'un parrain de la mafia qui régnait sur un empire de l'ombre et de la femme de ménage qui est devenue son salut. Une femme que le monde avait rejetée, un homme trop puissant pour faire confiance à qui que ce soit, et un chevalier impossible qui a brisé leurs barrières à jamais. Restez avec moi, car à la fin de cette histoire, vous ne regarderez plus jamais les gens qui vous entourent de la même manière. Vous comprendrez pourquoi parfois nos plus grands miracles se cachent sous de vieux uniformes et des yeux fatigués. Et vous réaliserez peut-être que quelqu'un dans votre vie attend que vous le voyiez enfin. C'est une histoire qui parle de seconde chance, de héros cachés et du genre d'amour qui sauve même les âmes les plus sombres lorsqu'elles ont renoncé à elles-mêmes. Laissez-moi vous ramener à cette nuit au 42e étage de la Romano Tower, lorsque tout s'est effondré. Si cette histoire vous touche, cliquez sur le bouton « S'abonner » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous la regardez, car parfois, la personne qui nous sauve est celle à laquelle nous n'aurions jamais pensé jeter un second regard. Cette nuit-là, Victor Romano se tenait seul près de l'immense baie vitrée du 42e étage de la Romano Tower. En contrebas, Chicago s'étendait comme un tapis de lumière scintillant, des millions de petites lampes clignotant comme si toute la ville respirait. Mais Victor ne voyait pas cette beauté. Il ne voyait que ce qu'il possédait et ce qu'il pouvait perdre. À 37 ans, Victor Romano était un nom qui faisait trembler tout le monde criminel américain. Son empire s'étendait sur 12 États, contrôlant les ports, les casinos, l'immobilier et tout ce que la lumière du jour n'était pas censée toucher. Les gens l'appelaient le fantôme de Chicago, car il pouvait faire disparaître une personne sans laisser de traces. Pourtant, ce soir-là, debout dans son immense bureau entouré de murs de verre donnant sur la ville, Victor se sentait plus seul que jamais. Il était grand, avec des cheveux d'un noir de jais et des yeux gris froids comme de l'acier non trempé. Des yeux qui n'avaient jamais appris à s'adoucir. Une légère cicatrice marquait son menton. Un souvenir d'une nuit horrible, 23 ans auparavant. La nuit où il avait tout perdu, mais aussi la nuit où il était devenu l'homme qu'il était aujourd'hui. Victor ferma les yeux, et les souvenirs revinrent, comme une marée impossible à retenir. À 14 ans, il était encore un garçon qui croyait au monde. Son père, Marco Romano, était le patron le plus puissant de son époque. Mais pour Victor, il était simplement l'homme qui lui apprenait à jouer au baseball tous les dimanches après-midi. Cette nuit-là, il dînait à la maison. Des rires remplissèrent la pièce. Oncle Alberto, l'homme en qui son père avait confiance comme en un frère, était là aussi. Victor se souvenait qu'Alberto lui avait ébouriffé les cheveux et lui avait dit qu'il deviendrait un grand homme. Puis tout avait changé en un instant. Alberto avait sorti un pistolet et avait tiré directement dans la poitrine du père de Victor. Un coup, 2 coups, 3 coups. Victor a vu son père s'effondrer, le sang se répandant sur le sol en marbre blanc. Le garçon de 14 ans s'est précipité pour essayer de couvrir les blessures avec ses petites mains, mais le sang continuait de couler sans fin. Son père l'a regardé, a essayé de sourire et a prononcé ces derniers mots. « Ne fais confiance à personne, mon fils. » À personne. Puis ses yeux se sont fermés. Alberto s'est éloigné, laissant Victor bercer le corps de son père dans une pièce imprégnée de sang. La cicatrice sur le menton de Victor provenait du verre brisé d'une table qu'il avait fracassé dans sa folie après coup. Elle lui rappelait chaque jour que la confiance était un luxe qu'il n'avait pas le droit de s'offrir. À partir de cette nuit-là, Victor Romano n'était plus un enfant. Il reconstruisit l'empire à partir des cendres laissées par son père. Il trouva Alberto et le fit payer d'une mort qui s'étala sur 7 jours. Il gravit les échelons du monde souterrain à coups de sang, de sueur et d'une brutalité impitoyable. Et il ne se permit plus jamais de faire confiance à qui que ce soit. Victor ouvrit les yeux, sortant du passé. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 21 heures. Demain, à 10 heures précises, il signerait l'accord le plus important de sa vie.
les 5 plus grandes familles mafieuses de la côte Est, s'uniraient sous son règne. Victor Romano ne serait plus seulement le patron de Chicago. Il serait le patron de toute l'Amérique. Il avait attendu ce moment pendant 12 ans. 12 ans de négociations, d'intimidation et d'élimination de tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Et enfin, tout lui appartiendrait. Alors pourquoi ne ressentait-il aucune joie ce soir? Pourquoi cette victoire imminente avait-elle un goût si amer? Victor se servit un verre de whisky et le vida d'un trait. Son bureau était plus grand que la plupart des appartements de Chicago, mais il était vide. Pas de photos de famille, pas de souvenirs personnels. Aucun signe qu'un être humain y vivait. Seulement un bureau en chêne noir, des écrans d'ordinateur lumineux et un silence étouffant. Il n'avait ni femme ni enfant. Personne avec qui partager son triomphe imminent. Car pour obtenir tout cela, il avait renoncé à la capacité d'aimer et d'être aimé. C'était le prix qu'il avait payé. Et ce soir, debout au sommet de son monde, Victor Romano prit soudain conscience d'une vérité amère. Il pouvait posséder toute la ville. Pourtant, il n'avait personne à appeler chez lui. 42 étages plus bas, dans un endroit où les lumières éblouissantes de Chicago ne parvenaient jamais. Une autre femme était également seule à sa manière. Clara Bennett poussait un lourd chariot de nettoyage dans le couloir du sous-sol de la Romano Tower, dont les roues grinçaient et résonnaient dans l'espace vide. Elle avait 27 ans, mais ses yeux verts reflétaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu 100 ans de souffrance. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés dans la nuque, quelques mèches éparses collées à son front humide de sueur. L'uniforme gris de femme de ménage qu'elle portait était usé aux épaules, mais elle le portait avec le soin de quelqu'un qui porte un costume à $1 million. Car Clara comprenait que la dignité ne réside pas dans les vêtements que l'on porte, mais dans la façon dont on les porte. L'horloge indiquait 21h15. Clara travaillait depuis 6h du matin dans un supermarché. Elle s'était ensuite précipitée dans un restaurant pour faire la plonge jusqu'à 16h, avant de commencer son service de concierge de 18h à 2h du matin. 3 emplois, 7 jours sur 7, 100 jours de congé. Ses mains étaient écalleuses et gercées. Son dos lui faisait mal chaque fois qu'elle se baissait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter, car quelqu'un l'attendait à la maison. Quelqu'un pour qui elle était prête à tout sacrifier. Le téléphone dans sa poche vibra. Clara arrêta le chariot, s'essuya les mains sur son pantalon et ouvrit le message. Son cœur se serra lorsqu'elle lut les mots de l'hôpital Street Mary. L'état d'Emma s'aggravait. Nous devons programmer une opération dans les 6 mois. Veuillez contacter le service financier pour discuter des coûts. Emma, sa petite sœur de 12 ans, avec ses grands yeux bruns, son sourire angélique et son cœur congénital si faible qu'il pouvait s'arrêter de battre à tout moment. Clara avait appris l'existence d'Emma 4 ans plus tôt lorsqu'elle avait reçu un appel des services sociaux. Le père qu'elle n'avait jamais rencontré avait eu un autre enfant avec une autre femme. Puis, les avait abandonnés tous les deux. La mère d'Emma est morte dans un accident, laissant une fillette de 8 ans seule dans le système d'aide sociale à l'enfance. Tout comme Clara avait elle-même été abandonnée autrefois, elle ne pouvait pas laisser Emma subir le même sort. Elle savait exactement à quoi ressemblait l'enfer de l'aide sociale à l'enfance. Elle avait passé une décennie à passer par 12 foyers différents dans un système qui oubliait souvent que les enfants étaient des êtres humains, survivant grâce à l'indifférence froide d'étrangers. Elle ne pouvait pas laisser Emma endurer tout cela. Clara avait donc abandonné le MIT, renoncé à une bourse d'études complète en cybersécurité, abandonné le brillant avenir qui l'attendait, tout cela pour se battre pour obtenir la garde d'Emma. Elle ne le regrettait pas. Mais ce soir-là, debout dans ce sous-sol froid, Clara s'est autorisée quelques secondes de désespoir. Elle a ouvert son application bancaire et a regardé son solde. 4 217 $. L'opération cardiaque d'Emma coûterait 200 000 $. Il lui manquait 195 783 $, une somme impossible à réunir. Elle devrait travailler sans relâche pendant 10 ans pour gagner autant. Mais Emma n'avait pas 10 ans devant elle. Emma n'avait que 6 mois. Clara ferma les yeux et ravala ses larmes. Elle n'avait pas le droit de pleurer. Les larmes ne payaient pas les factures d'hôpital.
Les larmes ne sauvaient pas sa sœur. Elle remit le téléphone dans sa poche et continua à pousser le chariot de nettoyage. Alors qu'elle traversait le hall principal, 2 employés de bureau sortirent de l'ascenseur en riant et en discutant. Ils passèrent devant Clara sans la voir, comme si elle n'existait pas. Pas un regard, pas un signe de tête. Elle n'était qu'un fantôme dans cet immeuble. Une partie des murs, des sols, des choses que les gens ne remarquaient jamais. Clara y était habituée. Elle avait été invisible toute sa vie. Sa mère la regardait sans la voir, noyée dans la drogue. Ses familles d'accueil la regardaient et ne voyaient que le chèque mensuel de subvention. Le petit ami en qui elle avait entièrement confiance la regardait et ne voyait que les 30 000 $ qu'elle avait économisés pour l'opération d'Emma. Puis, il avait disparu avec l'argent sans dire au revoir. Le monde ne voyait pas Clara Bennett, et la plupart du temps, elle l'acceptait. Mais ce soir-là, alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage dans l'ascenseur pour monter à l'étage, Clara ne savait pas que tout était sur le point de changer. Elle ne savait pas que 42 étages au-dessus d'elle, l'homme le plus puissant de Chicago, était assis seul dans l'obscurité, et que sa vie était sur le point de croiser la sienne d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Parce que parfois, les rencontres fugaces ne se produisent pas dans des endroits glamour. Elles se produisent dans des couloirs vides. À minuit, entre des gens que le monde a oubliés. Au 42e étage, Victor venait de se servir son 2e verre de whisky lorsque la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Anthony Russo entra, suivi de James Chen, le spécialiste en technologie de l'Empire Romano. Anthony était le bras droit de Victor depuis 15 ans, un homme de 42 ans aux cheveux poivre et sel et aux yeux bruns perçants. Il était la seule personne autorisée à entrer dans le bureau de Victor sans frapper. Victor considérait Anthony comme un frère, comme la seule famille qui lui restait au monde. « Patron, nous avons un problème », dit Anthony d'une voix inhabituellement tendue. Victor posa son verre et fronça les sourcils. « Quel genre de problème ?» James Chen, un homme de 30 ans avec des lunettes à monture noire et un visage habituellement calme, était maintenant livide. Il ouvrit son ordinateur portable et le posa sur le bureau de Victor. « Quelqu'un attaque notre système. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Au moment où James finit de parler, les écrans d'ordinateur sur le bureau de Victor se mirent à clignoter. 1 fois, 2 fois, puis ils virèrent soudainement au rouge vif. Des avertissements envahirent les écrans, se superposant comme une tempête numérique. Erreur. Violation du système. Données compromises. Victor bondit sur ses pieds et se précipita vers le bureau. Tous les écrans de la pièce clignotaient en rouge. Les alarmes retentissaient sans interruption. « Que se passe-t-il » grogna Victor. James Chen tapait furieusement sur le clavier. La sueur coulait sur son front. « Ils gèlent nos comptes. Tous. Les banques suisses, les îles Caïmans, Singapour. Tout est bloqué en même temps. » Victor sentit le sang dans ses veines se transformer en glace. Ses comptes contenaient des milliards de dollars, le sang vital de tout l'Empire. Personne n'était au courant, à l'exception d'un cercle très restreint de ses plus proches collaborateurs. « Quoi d'autre » demanda Victor d'une voix glaciale alors que quelque chose bouillonnait en lui. James déglutit. Des données fuient. Les listes de clients, les registres de transactions, l'emplacement des entrepôts, les informations sur les refuges. Tout est envoyé quelque part. Je ne peux pas l'arrêter. Anthony frappa du poing sur le bureau. Comment est-ce possible ? Notre système est censé être inviolable. Nous avons dépensé des millions en cybersécurité. Aucun système n'est vraiment inviolable. James secoua la tête. Et cette attaque est trop précise. Ils savent exactement où frapper. Comme s'ils avaient une carte détaillée de l'ensemble de notre réseau. Un frisson parcourut l'échine de Victor. Comme s'ils avaient une carte. Cela signifiait que l'attaquant n'était pas un étranger. L'attaquant savait tout de l'intérieur. À ce moment-là, le téléphone de Victor vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu. Victor l'ouvrit et le monde sous ses pieds sembla s'effondrer. À minuit, l'Empire Romano ne sera plus que cendre. Ton père te salue depuis l'enfer. Victor resta figé.
Ses doigts serraient le téléphone si fort que le boîtier grinçait. « Ton père te salue depuis l'enfer. » Personne ne savait que son père était mort. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, à part Victor et ceux qui étaient aux morts depuis longtemps. L'expéditeur de ce message ne voulait pas seulement détruire son empire. Il voulait que Victor sache que c'était personnel. C'était une vengeance. Patron. Anthony regarda Victor avec inquiétude. « Ça va ?» Victor ne répondit pas. Il fixa à nouveau le message, s'efforçant de contenir la rage qui brûlait dans sa poitrine. Quelqu'un jouait avec lui. Quelqu'un connaissait des secrets qui n'auraient jamais dû être révélés. « James, peux-tu arrêter ça ?» demanda Victor d'une voix terriblement calme. James secoua la tête, désespéré. « J'essaie, mais ils ont 10 longueurs d'avance sur nous. Chaque fois que je comble une brèche, ils en ouvrent 2 autres. Cette personne connaît notre système comme sa poche. » Victor se tourna vers la baie vitrée. Chicago scintillait toujours en contrebas, indifférente à la tragédie qui se déroulait au 42e étage. La ville se moquait bien qu'il gagne ou qu'il perde. Elle continuait à vivre, à respirer. Tandis que l'empire qu'il avait bâti pendant 23 ans s'effondrait pièce par pièce sous ses yeux. Demain, il était censé signer le contrat le plus important de sa vie. Mais si cette attaque ne cessait pas, il n'y aurait plus rien à signer. Il n'y aurait plus d'empire romano. Il ne resterait plus rien du tout. Une heure passa comme un siècle. James Chen se débattait toujours avec le clavier, la sueur imprégnant sa chemise. Anthony faisait les 100 pas dans la pièce, appelant sans cesse les équipes de sécurité, mais personne n'avait de réponse. Victor se tenait immobile près de la baie vitrée, regardant les lignes de texte rouge défiler sur les écrans, comme s'il regardait le sang couler d'une blessure impossible à arrêter. Puis James cessa de taper. Il s'effondra sur sa chaise, la tête tombant en avant, les épaules tremblantes. « Patron, » dit James, la voix au bord de la rupture. « Je suis désolé. »« J'ai tout essayé, » répondit Victor en se retournant, le regard perçant et impitoyable. « Que voulez-vous dire ?» James releva la tête, les yeux rougis. « Nous avons perdu tout contrôle. Ils ne se contentent pas de geler les comptes et de voler des données. Ils effacent tout. 12 ans de registres financiers, de listes de contacts, de contrats, de preuves de transactions. Tout disparaît. Je ne peux pas les en empêcher. » Le silence s'installa dans la pièce. Anthony cessa d'arpenter la pièce, le visage livide. « Combien a disparu ?» demanda Victor, la voix dénuée d'émotion. James déglutit. « J'estime qu'environ 70% des données ont été supprimées ou volées. Et il continue. À minuit, il ne restera peut-être plus rien. 70%. 12 ans de travail, des milliards de dollars, des milliers de relations, tout s'évapore comme si cela n'avait jamais existé. » Victor ferma les yeux. Sa tête lui lançait comme si elle était fendue par un marteau. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Il avait combattu des ennemis de chair et de sang toute sa vie. Il savait comment faire face aux armes, à la trahison, au sang. Mais cet ennemi invisible, caché derrière des lignes de code et des écrans clignotants, était quelque chose qu'il ne savait pas combattre. Anthony s'approcha de Victor et posa une main sur son épaule. « Patron, nous devrions évacuer s'ils ont des informations sur les refuges. Plus aucun endroit n'est sûr désormais. » Victor repoussa la main d'Anthony. « Je ne m'enfuis pas. » Anthony le regarda avec inquiétude. « Victor, ce n'est pas le moment de faire preuve de fierté. Nous devons partir. » Victor l'interrompit d'une voix glaciale. « Partez, tous les deux, maintenant. » James se leva, confus et bouleversé. « Mais patron, je peux continuer d'essayer. » Victor se retourna, ses yeux gris brillants comme un orage. « J'ai dit, partez. Tous. Rentrez chez vous. Personne ne reste dans ce bâtiment ce soir. C'est un ordre. » Anthony voulait ajouter quelque chose. Mais un regard dans les yeux de Victor le fit taire. Les 2 hommes rassemblèrent leurs affaires et partirent, la porte se refermant derrière eux, laissant Victor seul dans la pièce, inondé de lumière rouge clignotante. Victor se servit un autre verre de whisky, mais sa main tremblait tellement que l'alcool déborda du bord du verre. Il posa le verre, appuya ses mains sur le bureau et baissa la tête. Pour la première fois en 23 ans, il ne savait pas quoi faire. Il avait bâti cet empire de ses propres mains. Il avait tué, trahi, fait tout ce qu'il fallait pour atteindre le sommet. Et maintenant,
En une seule nuit, tout s'écroulait. Il ne pouvait appeler personne. Il ne pouvait faire confiance à personne. Ce message menaçant indiquait clairement que l'ennemi connaissait des secrets que seul quelqu'un de l'intérieur pouvait connaître. Cela signifiait que le traître était proche, peut-être l'une des personnes qui venaient de quitter cette pièce. Victor s'enfonça dans son fauteuil et fixa l'écran rougeoyant. Sans s'en rendre compte, il se retrouva transporté 23 ans en arrière. Un garçon de 14 ans, agenouillé sur un sol maculé de sang, serrant le corps de son père dans ses bras, pleurant jusqu'à en perdre la voix, sans que personne ne vienne. Impuissant, seul, trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Il s'était juré de ne plus jamais se laisser tomber dans cet état. Il avait érigé des murs autour de son cœur, était devenu froid et impitoyable, avait rejeté toute intimité afin que personne ne puisse le blesser. Mais ce soir-là, assis seul dans l'obscurité, au milieu d'un empire en ruine, Victor réalisa une vérité amère. Il était toujours ce garçon de 14 ans, toujours impuissant, toujours seul, toujours sans personne à ses côtés quand il en avait le plus besoin. Chicago continuait de scintiller derrière la vitre. Des millions de personnes vivaient leur vie, riaient, aimaient, sans se douter qu'au 42e étage, le plus puissant parrain de la mafia de la ville était assis dans le noir et, pour la première fois de sa vie, ne savait pas ce que demain lui réservait. C'est alors que Victor entendit des pas, lents, réguliers, résonnant dans le couloir vide à l'extérieur du bureau. Ils étaient accompagnés du bruit de roues roulant sur le sol en marbre, un léger grincement comme la nuit qui se chuchotait à elle-même. Victor leva la tête, tous ses instincts en alerte. Il avait ordonné à tout le monde de quitter le bâtiment. Personne n'était censé rester, alors qui marchait dans le couloir à 22 heures? Sa main se dirigea automatiquement vers le tiroir du bureau, où le pistolet était toujours à portée de main. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Victor plissa les yeux, à travers la lumière rouge clignotante. Une femme vêtue d'un uniforme de concierge gris, poussant un chariot de nettoyage, les cheveux bruns soigneusement attachés dans la nuque. Elle s'arrêta sur le seuil, les yeux verts s'écarquillant, lorsqu'elle le vit assis là dans l'obscurité, entouré d'écrans rouges vifs. « Oh, je suis désolée, » dit-elle doucement, sa voix trahissant sa surprise et une pointe d'inquiétude. « Je ne savais pas que quelqu'un était encore là. Je reviendrai plus tard. » Victor la regarda, et à cet instant, il ne vit pas une femme de ménage. Il vit une créature qui était apparue de nulle part, au milieu d'une tempête, comme si l'univers lui jouait un tour étrange et cruel. Il laissa échapper un rire, rauque et amer. « Ne vous inquiétez pas, tu ne déranges personne. Tu assistes simplement à l'effondrement d'un empire. » Rien d'important. Clara resta figée sur place. Elle savait qu'elle devait faire demi-tour. Elle se trouvait au 42e étage, l'étage des personnes les plus puissantes du bâtiment. Un endroit où quelqu'un comme elle n'avait pas sa place à moins d'y être convoqué. Et l'homme assis là, elle savait exactement qui il était, qui travaillait dans la tour Romano sans connaître Victor Romano. Mais quelque chose la retenait là. Peut-être étaient-ce ses yeux, les yeux de quelqu'un qui se noie sans que personne ne lui lance une bouée de sauvetage. Peut-être étaient-ce les écrans rouges clignotant furieusement, le code défilant comme une cascade. Peut-être était-ce l'instinct né de ses années passées au MIT, lorsqu'elle pouvait examiner un système et immédiatement détecter ce qui n'allait pas. Clara fit un pas dans la pièce, le regard rivé sur l'écran le plus proche. Elle pencha la tête, étudiant les lignes qui défilaient à toute vitesse. Victor l'observait en fronçant les sourcils. « Que fais-tu » Clara ne répondit pas tout de suite. Elle fit quelques pas supplémentaires pour se rapprocher de l'écran. Ses yeux bougeaient rapidement, scannant ligne après ligne le code, chaque avertissement d'erreur, chaque motif enfoui dans le chaos des données. Puis elle s'arrêta, et Victor vit quelque chose changer dans son expression. La surprise fit place à la concentration, puis à la compréhension. « Ce n'est pas un piratage normal, » dit Clara d'une voix calme, mais assurée. Victor se redressa et s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Clara se tourna vers lui, ses yeux verts rencontrant ceux, gris et froids, de Victor. À cet instant, deux mondes complètement différents entrèrent en collision. Un chef de la mafia et une femme de ménage. Le pouvoir et l'invisibilité, l'obscurité et la lumière. « J'ai dit, ce n'est pas un piratage externe, » expliqua Clara en montrant l'écran.
Regarde ce motif. L'attaquant connaît parfaitement la structure de ton système. Il ne s'agit pas d'une exploration ou d'un test. Il vise directement les points faibles, comme s'il avait lui-même conçu le système. Il s'agit d'une attaque interne. Le traître se trouve déjà au sein de votre organisation. Victor resta immobile, fixant la femme devant lui, comme si elle venait de se faire pousser une deuxième tête. 1 minute auparavant, elle était une femme invisible poussant un chariot de nettoyage. À présent, elle lui disait ce que ses experts en technologie payés des millions de dollars n'avaient pas pu lui dire. « Qui êtes-vous » demanda Victor d'une voix qui n'était plus amère, mais remplie de curiosité et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Clara Bennett » répondit Clara d'une voix calme, malgré son cœur qui battait à tout rompre dans sa poitrine. « Je travaille ici comme femme de ménage. » Victor la regarda de haut en bas, d'un regard acéré comme une lame de rasoir. L'uniforme gris délavé, les baskets usées, les mains calleuses de quelqu'un qui gagnait sa vie en effectuant un travail physique. Rien chez cette femme ne suggérait qu'elle pouvait comprendre les lignes de code qui défilaient sur ses écrans. « Une concierge » répéta Victor d'un ton lourd de doute. « Et vous voulez me faire croire qu'une concierge comprend mieux une cyberattaque que l'expert en technologie que je paie 200 000 $ par an ?» Clara ne broncha pas sous son regard. Elle avait passé toute sa vie à être sous-estimée. « Je n'ai pas dit que j'en savais plus que n'importe qui d'autre. Je dis simplement ce que je vois. »« Et que voyez-vous » demanda Victor. « Une attaque interne, » répéta Clara. « L'attaquant dispose d'un accès de haut niveau. Il ne franchit pas le pare-feu depuis l'extérieur. Il le traverse comme s'il avait la clé. Cela signifie que l'une des personnes en qui vous avez le plus confiance travaille pour votre ennemi. » Victor s'approcha, réduisant la distance entre eux. Il la dépassait d'une tête. Sa présence remplissait la pièce comme une tempête. La plupart des gens auraient reculé, baissé les yeux, présenté leurs excuses et pris la fuite. Mais Clara resta sur ses positions, le menton levé, le regard vert imperturbable. « Comment un concierge peut-il savoir tout cela » demanda Victor d'une voix basse et menaçante. Clara resta silencieuse pendant un moment. Elle savait qu'elle se trouvait à un tournant. Elle pouvait mentir. Elle pouvait inventer une histoire. Elle pouvait faire demi-tour et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais en regardant dans les yeux de l'homme qui se tenait devant elle, les yeux de quelqu'un qui se noyait, Clara choisit la vérité. « Parce que je n'ai pas toujours été concierge, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Il y a 4 ans, j'étais étudiante en dernière année de cybersécurité au MIT. J'avais une bourse complète et j'étais première de ma classe. 3 grandes entreprises m'avaient proposé un emploi avant même l'obtention de mon diplôme, avec un salaire de départ de 150 000 $ par an. » Victor fronça les sourcils, clairement sceptique. « Alors pourquoi êtes-vous ici à pousser un chariot de nettoyage à 22 heures » Clara déglutit. C'était la partie la plus difficile. Parce que la vie ne suit pas toujours le plan prévu. J'ai découvert que j'avais une demi-sœur cadette, âgée de 12 ans, atteinte d'une malformation cardiaque congénitale et placée en famille d'accueil. J'ai abandonné mes études pour me battre afin d'obtenir sa garde. Et depuis, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la maintenir en vie. » Victor la regarda, et pour la première fois de la soirée, son regard n'était plus froid. Quelque chose y brillait. Peut-être de la curiosité, peut-être du respect, peut-être la reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui avait lui aussi tout perdu un jour. « Tu as abandonné le MIT, tu as abandonné ton avenir pour élever une enfant qui n'est même pas entièrement de ta famille. »« Le même père, » corrigea Clara, « et même si nous ne partageons qu'une goutte de sang, elle est la seule famille que j'ai. » La pièce fut plongée dans le silence. L'écran clignotait toujours en rouge. L'alarme continuait de biper régulièrement. Mais Victor ne les entendait plus. Il n'entendait que l'écho des paroles de Clara. « La seule famille que j'ai. » Victor se détourna et marcha vers la fenêtre, les épaules raides. Tout en lui disait de ne pas faire confiance à un étranger. La leçon d'il y a 23 ans était gravée profondément dans ses os. Mais ce soir-là, il n'avait pas d'autre choix. James Chen avait échoué. Anthony n'avait pas de réponse. L'Empire s'effondrait et il se noyait. Et la seule personne qui lui tendait la main était un concierge aux yeux verts et au passé qu'il ne pouvait vérifier. Victor se retourna
et regarda Clara droit dans les yeux. « Si tu me mens, si tu fais partie de ce complot, je te ferai regretter d'être né. Tu comprends ?» Clara acquiesça sans crainte. « Je comprends. » Victor s'écarta et fit un geste vers le bureau, vers les écrans d'ordinateur qui clignotaient comme des fous. « Alors montre-moi ce que tu sais faire. » Et pour la première fois au cours de cette longue et brutale nuit, une petite étincelle d'espoir commença à briller dans la pièce du 42e étage de la tour Romano. Clara s'approcha du bureau de Victor Romano, où l'écran clignotait toujours en rouge, comme le battement de cœur d'une personne à l'article de la mort. Elle recula la chaise, s'assit et posa ses mains sur le clavier. Ses doigts tremblaient. Cela faisait 4 ans qu'elle n'avait pas touché un système comme celui-ci. 4 ans à manier des balais et des seaux plutôt que des claviers et des écrans. Elle ne savait pas ce dont elle se souvenait encore, ce qu'elle était encore capable de faire. Mais elle devait essayer, car quelque part dans cette ville, Emma dormait avec un cœur fragile, et Clara avait besoin de saisir toutes les chances qui pourraient la sauver. Victor se tenait juste derrière elle, à quelques pas. Clara pouvait sentir son regard brûlant dans sa nuque, suivant chaque mouvement de ses doigts, chaque commande qu'elle tapait. Sa présence pesait dans l'air comme une énorme pierre, mais elle s'efforça de la mettre de côté. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux pendant une seconde, puis commença. Ses doigts touchèrent la première touche, puis la deuxième, puis la troisième. Lentement au début, comme quelqu'un qui réapprend à marcher après un accident. Puis sa mémoire musculaire commença à revenir. Les nuits blanches passées dans le laboratoire du MIT. Les lignes de code qu'elle avait écrites aussi naturellement que respirées. Les examens qu'elle avait terminés en 2 fois moins de temps que prévu. Tout lui revint d'un coup, comme un puissant courant sous une fine couche de glace. Clara ouvrit une fenêtre de commande et commença à rechercher l'origine de l'attaque. Ses yeux parcoururent des milliers de lignes de journal, à la recherche de schémas, d'anomalies, de tout ce qui pourrait révéler où se cachait l'attaquant. Victor observait en silence. Il ne comprenait pas ce qui était affiché à l'écran. Les lettres et les chiffres défilaient comme une cascade. Mais il comprenait le langage corporel, et celui de Clara changeait à chaque minute. Les tremblements initiaux avaient disparu. Ses épaules s'étaient redressées. Son regard s'était aiguisé. Elle n'était plus une femme de ménage, poussant un chariot de nettoyage. Elle était une guerrière, entrant dans une bataille pour laquelle elle était née. 20 minutes passèrent, puis 30 minutes. Victor restait immobile, sans rien dire. Il avait vu beaucoup de gens travailler sous pression dans sa vie. Des tueurs de sang-froid, des négociateurs impitoyables, des guerriers sans peur, mais il n'avait jamais vu personne se concentrer comme Clara le faisait à cet instant. Elle avait oublié sa présence, oublié la pièce, oublié tout le reste. Il n'y avait qu'elle à l'écran. 2 adversaires, engagés dans un duel silencieux. Puis Clara s'arrêta. Ses doigts se figèrent sur le clavier. « Vous avez quelque chose ?» demanda Victor, la voix tendue par trop de silence. Clara ne se retourna pas. Elle fixait l'écran où clignotait une adresse IP. « J'ai retracé la source de l'attaque, » dit-elle d'une voix tendue. « D'où ?» demanda Victor. Clara fit pivoter sa chaise et le regarda droit dans les yeux. Et ce qu'elle dit ensuite lui donna des frissons. De l'intérieur de ce bâtiment, pas de l'extérieur. L'attaque a été lancée à partir d'un appareil connecté au réseau interne de la Romano Tower. Quelqu'un est assis à l'intérieur de votre empire et utilise votre propre système pour vous détruire. Victor sentit la rage monter en lui. « Pouvez-vous identifier l'appareil ?» demanda-t-il. Clara se retourna vers l'écran et continua à taper. « J'essaie, mais cette personne est très douée. Elle utilise plusieurs couches de proxy pour masquer sa véritable localisation. Elle travailla encore 10 minutes, puis 20. Victor commença à faire les 100 pas dans la pièce, sa patience s'amenuisant. Mais chaque fois qu'il voulait parler, il voyait la concentration sur le visage de Clara et ravalait ses mots. Finalement, Clara poussa un long soupir. « J'ai réduit le champ des possibilités, » dit-elle. L'appareil utilisé a une adresse MAC appartenant à un ordinateur portable personnel,
et non à un ordinateur de l'entreprise. Et cet ordinateur portable s'est régulièrement connecté au réseau depuis les étages 40 à 42 au cours des 6 derniers mois. Victor se figea. Les étages 40 à 42 étaient réservés aux cadres supérieurs. Seules 5 personnes y avaient régulièrement accès. Victor, Anthony, James, le directeur financier, et le directeur juridique. L'un de ces 5 était le traître. « Pouvez-vous découvrir exactement qui c'est » demanda Victor, la voix glaciale et le regard brûlant. Clara le regarda, les yeux verts fixes. « J'ai besoin de plus de temps et d'un accès plus approfondi au système. Mais si vous m'accordez ces 2 choses, je trouverai qui vous fait cela. Je te le promets. » Victor l'étudia longuement. Une femme de ménage aux mains calleuses et à l'uniforme défraîchi lui promettait ce qu'une équipe entière payée des millions de dollars n'avait pas réussi à faire. C'était fou, incroyable. Mais ce soir-là, debout au milieu des ruines de son empire, Victor comprit que parfois, l'incroyable était la seule chose qui pouvait vous sauver. « Tu as tout ce qu'il te faut, » dit Victor. « Trouve le traître pour moi. » L'horloge sonna, 2 heures du matin. Clara était toujours assise devant l'écran, ses doigts tapant sans pause. Ses yeux étaient rougis par la fatigue et la lumière bleue du moniteur. Elle travaillait sans interruption depuis près de 4 heures et son corps commençait à lâcher. 3 emplois à temps plein combinés à une nuit blanche commençaient à avoir raison d'elle. Victor entra dans la pièce avec 2 tasses de café chaud. Il en posa une à côté de Clara sans un mot. Clara leva la tête, surprise. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un parrain de la mafia puisse faire du café de ses propres mains, surtout pour une femme de ménage. « Merci, » dit-elle doucement en tendant la main vers la tasse. La chaleur imprégna ses mains gelées. Victor approcha une chaise et s'assit à côté d'elle, gardant juste assez de distance pour ne pas envahir son espace, mais suffisamment près pour pouvoir parler. Il prit une gorgée de café, ses yeux gris la scrutant avec quelque chose d'inhabituel. Pas de froideur, pas de menace, juste de la pure curiosité. « Parle-moi de ta sœur, » dit Victor. Clara cessa de taper et se tourna vers lui. « Pourquoi veux-tu savoir ?» Victor haussa les épaules. « Tu sauves mon empire à 2 heures du matin. Je pense que je devrais au moins savoir pourquoi. » Clara resta silencieuse un instant, réfléchissant à ce qu'elle allait dire. Puis elle soupira, posa sa tasse de café et commença. « Emma a 12 ans, dit-elle d'une voix douce, comme si elle avait peur de réveiller quelqu'un. Elle a les yeux marrons comme moi, le sourire d'un ange, et un cœur si faible qu'il pourrait s'arrêter à tout moment. Elle souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Les médecins disent qu'elle doit être opérée dans les 6 mois, sinon elle ne survivra pas. » Victor écouta sans l'interrompre. C'était quelque chose qu'il faisait rarement. D'habitude, il n'avait ni le temps ni la patience d'écouter les histoires des autres. Mais ce soir-là, dans cette pièce baignée de lumière rouge, il se rendit compte qu'il voulait savoir, qu'il voulait comprendre. « J'ai grandi dans des familles d'accueil, » poursuivit Clara, le regard perdu dans le vide. « Ma mère était toxicomane et elle est morte quand j'avais 7 ans. Mon père est parti avant ma naissance. J'ai passé des années à errer dans 12 foyers d'accueil différents, sans jamais savoir si j'aurais un lit pour dormir ou si je serais traité comme autre chose qu'un chèque de subvention mensuel. » Victor ressentit une vive douleur dans la poitrine. Il savait ce que signifiait perdre ses parents, être seul, mais au moins, il avait hérité de l'empire de son père, il avait sa grand-mère, il avait un endroit où se sentir chez lui. Clara n'avait rien. « J'ai appris toute seule, j'ai travaillé dur et j'ai obtenu une bourse pour le MIT. » Clara a continué. « Pour la première fois de ma vie, j'ai cru m'être échappé. Puis, j'ai découvert l'existence d'Emma. Elle vivait dans le même système de placement familial que celui dans lequel j'avais survécu. Je ne pouvais pas la laisser vivre ce que j'avais vécu. » Victor acquiesça lentement. « Alors tu as tout abandonné. »« Tout, » confirma Clara. « Et je ne le regrette pas. Mais l'opération coûte 200 000 $. Je travaille 3 emplois par jour, 7 jours sur 7. J'ai 4 000 $ sur mon compte. Ma sœur a 6 mois à vivre. » Elle fit une pause et déglutit. « Il y avait un homme, » continua-t-elle, la voix empreinte d'amertume.
Je pensais qu'il m'aimait. Je lui faisais confiance plus qu'à n'importe qui d'autre au monde. J'avais économisé 30 000 $ pour l'opération d'Emma et il a disparu avec l'argent. Sans dire au revoir, sans laisser de message, juste un compte bancaire vide et un appartement sans aucune trace de lui. Victor la regarda, et pour la première fois, il comprit pourquoi ses yeux verts reflétaient tant de douleur. Clara n'était pas seulement pauvre, elle avait été trahie, abandonnée, trompée par la personne en qui elle avait le plus confiance, tout comme lui à 14 ans, tout comme la nuit où son père avait été abattu par l'oncle qu'il aimait. « Pourquoi continues-tu à m'aider » demanda Victor doucement. « Tu sais qui je suis? Tu sais ce que je fais? Pourquoi ne t'es-tu pas éloigné » Clara croisa son regard, les yeux fatigués mais déterminés. « Parce que je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est écrasé et que personne n'est de notre côté. Et je ne veux pas que quiconque ressente cela. Pas même toi. » Victor ne dit rien. Il resta assis là, regardant la femme devant lui, avec une expression qu'il ne reconnaissait pas. Pour la première fois en 23 ans, quelqu'un ne voulait rien de lui, ne le craignait pas, n'avait pas besoin de lui. Clara était simplement là parce qu'elle refusait de laisser une autre personne se noyer seule. Et d'une manière que Victor ne pouvait expliquer, cela commençait à faire fondre la glace qu'il avait construite autour de son cœur pendant plus de 2 décennies. 3h20 du matin. Clara se leva brusquement de sa chaise, les yeux brillants comme si elle venait de trouver une mine d'or. Victor, qui était assis sur le canapé avec une tasse de café froid à la main, se leva immédiatement. « Tu l'as trouvé » Clara acquiesça, le doigt pointé vers l'écran. « J'ai construit un pare-feu temporaire. La fuite de données a cessé. Ils ne peuvent plus rien prendre ?» Victor se précipita à ses côtés et regarda l'écran. Les avertissements rouges avaient disparu, remplacés par une interface verte calme, signalant que le système se stabilisait. Pour la première fois au cours de cette longue nuit, il expira sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. « Combien en as-tu sauvé » demanda Victor. « Environ 40% des données sont encore intactes, » répondit Clara. « 60% ont été supprimés ou volés avant que je puisse intervenir. Mais ce qui reste est suffisant pour que tu puisses continuer à fonctionner. Et surtout, j'ai scellé la passerelle utilisée par l'attaquant. Ils ne peuvent plus revenir de la même manière. » Victor la regarda, et pour la première fois de la nuit, il sourit. Ce n'était pas le sourire froid et moqueur auquel les gens étaient habitués, mais un sourire sincère, rempli de gratitude et d'incrédulité. « James Chen travaille pour moi depuis 5 ans. Victor dit qu'il est payé 200 000 $ par an et qu'il dispose d'une équipe entière pour l'assister. Il n'aurait pas pu faire en 4 heures ce que tu viens de faire. » Clara s'enfonça dans son fauteuil et se frotta le front. « Ce n'est que la première étape, » dit-elle. « Le traître est toujours en liberté, et ils trouveront un autre moyen d'attaquer. Nous devons découvrir qui ils sont avant qu'ils ne frappent à nouveau. »« Nous » répéta Victor lentement, comme s'il savourait le mot. « Vous avez dit « nous » dit Clara en levant les yeux, réalisant ce qu'elle venait de dire. « Je suis désolée. Je veux dire, vous devez les trouver. Je ne suis qu'une femme de ménage. Mon travail ici est terminé. »« Non, » dit Victor fermement. « Votre travail ici ne fait que commencer. » Clara le regarda, perplexe. Victor se dirigea vers la fenêtre et regarda Chicago plongé dans l'obscurité. Puis il se retourna vers elle. « Combien coûte l'opération de votre sœur » demanda-t-il. Clara cligna des yeux, surprise par la question. « 200 000 $, répondit-elle lentement. Victor acquiesça. « Je vais payer. La totalité ce soir. » Clara se leva d'un bond, manquant de renverser la tasse de café. Elle crut avoir mal entendu. « Qu'avez-vous dit » Victor la regarda droit dans les yeux, son regard gris, calme et déterminé. « J'ai dit que je paierais l'opération de votre sœur. 200 000 $. Vous n'aurez pas à me rembourser. » « Non. » Clara secoua la tête et recula d'un pas. « Je ne peux pas accepter cela. Je ne t'ai pas aidé pour l'argent. »« Je sais, » dit Victor.
C'est exactement pour ça que je veux le faire. » Clara sentit la pièce tourner. 200 000 $. Une somme qu'elle pensait mettre 10 ans à gagner. Une somme qui l'avait fait pleurer pendant d'innombrables nuits blanches. Et l'homme qui se tenait devant elle, le parrain de la mafia que toute la ville craignait, lui offrait cette somme comme si ce n'était rien. « Pourquoi ?» demanda Clara, la voix tremblante. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. Pourquoi feriez-vous cela ?» Victor resta silencieux pendant un moment. Il regarda par la fenêtre où les premières lueurs de l'aube commençaient à apparaître à l'horizon. Puis il se retourna et, dans ses yeux gris et froids, Clara vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. « De la sincérité, parce que ce soir, vous n'étiez pas obligé de m'aider, » dit Victor lentement. « Vous auriez pu partir, retourner à votre travail, faire semblant de n'avoir rien vu, mais vous êtes resté. Tu t'es battu pour un inconnu, pour quelqu'un que le monde qualifie de monstre. Ça vaut plus que 200 000 $. Clara, bien plus. » Clara resta là, les larmes coulant enfin sur ses joues. Des larmes qu'elle ne pouvait retenir. Pour la première fois, en 4 ans, depuis qu'elle avait quitté le MIT, depuis qu'elle avait tout perdu, quelqu'un avait vu ce qu'elle avait fait et lui avait dit que cela comptait. Elle ne savait pas quoi dire. Elle est restée là, à pleurer en silence, tandis que l'aube se levait lentement sur la ville de Chicago. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique. La tour Romano se dressait toujours au cœur de Chicago. Mais derrière ces murs de verre, tout avait changé. Clara Bennett ne poussait plus un chariot de nettoyage dans les couloirs sombres. Elle était désormais assise dans un bureau privé au 41e étage, juste en dessous de celui de Victor, avec un nouveau titre sur sa porte. Conseillère spéciale en cybersécurité. L'uniforme gris délavé de femme de ménage avait été remplacé par une chemise blanche et un pantalon noir. Mais Clara avait gardé ses vieilles baskets. Elle avait besoin de se rappeler d'où elle venait pour ne jamais oublier. Victor avait tenu sa promesse. Le lendemain de l'attaque, 200 000 $ avaient été transférés à l'hôpital Street Mary. L'opération d'Emma était prévue 2 semaines plus tard, avec le meilleur médecin de la ville. Chaque fois que Clara y pensait, cela lui semblait encore irréel, comme un rêve. Mais elle n'avait pas le temps de rêver. Le traître était toujours quelque part dans ce bâtiment, attendant une nouvelle occasion de frapper. Et Clara avait promis de le trouver. Elle passait 12 heures par jour à analyser des données, à traquer les activités suspectes, à reconstruire le système de sécurité à partir de zéro. James Chen travaillait désormais sous son autorité, un changement qu'il acceptait avec soulagement plutôt qu'avec ressentiment. James savait qu'il avait échoué cette nuit-là, et il respectait Clara pour ce qu'elle avait accompli. Tout le monde ne partageait pas ce sentiment. Anthony Russo détestait Clara depuis le moment où il l'avait vue assise dans la salle de conférence à côté de Victor. Il ne l'avait jamais dit ouvertement, mais Clara le sentait. Chaque fois qu'elle parlait, Anthony croisait les bras et regardait par la fenêtre. Chaque fois que Victor lui demandait son avis, Anthony soupirait bruyamment pour que tout le monde l'entende. Chaque fois qu'elle le croisait dans le couloir, il la regardait de haut en bas avec un mépris non dissimulé. L'après-midi du 3e jour, cette hostilité a éclaté. Clara présentait son rapport dans la salle de conférence. Victor était assis en bout de table, Anthony et James de chaque côté. « D'après mon analyse, » a déclaré Clara en montrant l'écran, « l'attaquant avait un accès de niveau 5, le plus élevé du système. Seules 5 personnes ont ce niveau. » Anthony se leva d'un bond et frappa du poing sur la table. « Qu'est-ce que vous insinuez, rugit-il, que l'un d'entre nous est un traître ?» Clara ne broncha pas. « Je n'insinue rien. Je constate simplement les faits. Les données ne mentent pas, monsieur Russo. » Anthony s'avança vers elle, le visage rouge de rage. « Pour qui vous prenez-vous pour me parler ainsi ?» siffla-t-il. « Il y a 3 jours, tu nettoyais les toilettes, et maintenant tu penses avoir le droit de t'asseoir ici et d'accuser les personnes qui ont bâti cet empire pendant 15 ans. »« Anthony, » dit Victor d'une voix glaciale, « assieds-toi. » Anthony se tourna vers Victor, le visage empreint de fureur. « Patron, tu ne peux pas être sérieux. Ce n'est qu'une femme de ménage que tu as trouvée au sous-sol. Elle ne connaît rien de notre monde, rien de la loyauté, rien du sacrifice.
Et maintenant, vous la laissez s'asseoir ici et insulter les gens qui ont versé leur sang pour vous. Elle a sauvé cet empire, alors que vous avez tous échoué, répondit Victor, les yeux gris rivés sur Anthony, y compris vous. Et elle a un nom, Clara Bennett. Je vous suggère de l'utiliser. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Anthony et Victor se regardèrent fixement. Aucun des deux ne voulant céder. Finalement, c'est Anthony qui détourna le regard. Il recula sa chaise et s'assit. Mais la haine dans ses yeux, lorsqu'il regardait Clara, était indéniable. La réunion se poursuivit, mais Clara ne parvenait plus à se concentrer. Elle sentait le regard d'Anthony brûler son dos pendant le reste de la séance. Quelque chose n'allait pas chez cet homme, pensa Clara. Ce n'était pas seulement l'amertume de quelqu'un qui avait perdu sa position. C'était plus profond, plus dangereux, comme s'il avait peur qu'elle découvre quelque chose qu'il voulait désespérément garder secret. Clara rangea ce sentiment au fond de son esprit. Dans le monde où elle avait grandi, l'instinct de survie était la seule chose qui vous maintenait en vie, et cet instinct lui disait qu'Anthony Rousseau était dangereux. Elle ne savait simplement pas encore à quel point. La 5e nuit après l'attaque, Clara était seule dans la salle des serveurs, au 35e étage. Il était 23h45. Le bâtiment était presque vide. Seuls quelques agents de sécurité patrouillaient, et la lueur bleu pâle de centaines d'écrans de serveurs clignotait dans l'obscurité. Clara aimait travailler à cette heure-là. Pas d'interruption, pas de regards hostiles d'Anthony qui la brûlèrent dans le cou, pas de chuchotement des employés qui colportèrent des ragots sur le concierge, devenu soudainement conseiller. Il n'y avait qu'elle et le code, comme au bon vieux temps au MIT. Elle avait passé toute la semaine à reconstruire le système de détection d'intrusion, tout en recherchant discrètement l'origine de l'attaque. Chaque jour, elle se rapprochait un peu plus, comme un chasseur suivant des empreintes dans la forêt. Ce soir, elle sentait qu'elle était sur le point de trouver sa proie. Clara ouvrit le programme d'analyse qu'elle avait spécialement conçu pour cette tâche. Il balaya des millions de lignes de journaux en comparant les adresses MAC, les horodatages et les modèles d'accès. Elle avait réduit la liste à 3 appareils suspects, 3 ordinateurs portables personnels qui se connectaient régulièrement au réseau interne depuis les étages 40 et plus. Ce soir, elle allait découvrir lequel était responsable. L'écran affichait les résultats de l'analyse de la nuit de l'attaque. Clara étudia chaque ligne de données en comparant les heures d'accès avec les horaires de travail de chaque personne. Le premier ordinateur portable appartenait au directeur financier. Mais le soir de l'attaque, il était à New York pour assister à une conférence. Clara l'élimina. Le deuxième ordinateur portable appartenait à James Chen, mais James était en réunion avec Victor pendant toute la durée de l'attaque. Les caméras de sécurité le confirmaient. Clara l'élimina. Il ne restait plus que le 3e ordinateur portable. Clara ouvrit les informations sur l'appareil et son cœur fit un bond. L'ordinateur portable était enregistré au nom d'Anthony Rousseau. Elle vérifia encore et encore. Il n'y avait pas d'erreur. L'adresse MAC correspondait parfaitement à la source de l'attaque. Les horodatages indiquaient que cet ordinateur portable avait commencé à transmettre des données hors du système à 21h17, exactement 2 minutes après le début de la panne du système. Et l'emplacement. L'ordinateur portable s'était connecté depuis le 42e étage, le même étage que le bureau de Victor. Clara s'effondra dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Anthony Rousseau, le bras droit de Victor depuis 15 ans, l'homme que Victor considérait comme un frère, la seule personne autorisée à entrer dans le bureau de Victor sans frapper, c'était lui, le traître. Tout commençait à prendre sens. L'hostilité d'Anthony envers Clara n'était pas seulement due au fait qu'elle menaçait sa position. Elle menaçait son secret. Il savait que Clara se rapprochait de la vérité et il avait peur. C'est pourquoi il avait essayé de la discréditer devant Victor. Il avait essayé de semer le doute dans l'esprit de Victor. Il essayait de l'éliminer avant qu'elle ne puisse le démasquer. Clara jeta un coup d'œil autour d'elle dans la salle des serveurs, plongée dans l'obscurité, se sentant soudain en danger. Si Anthony était le traître, il ne trahissait pas seulement Victor, il travaillait pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'assez puissant pour oser s'attaquer à l'Empire romano. Et s'il découvrait que Clara connaissait la vérité, elle deviendrait la prochaine cible. Elle devait en parler à Victor immédiatement. Mais non, Clara s'arrêta de réfléchir. Anthony était l'allié le plus proche de Victor. 15 ans passés ensemble, dans le sang et les larmes,
Si Clara allait voir Victor et accusait Anthony sans preuve irréfutable, Victor pourrait ne pas la croire. Pire encore, Anthony pourrait renverser la situation et la faire passer pour une menteuse. Clara avait besoin de preuves plus solides. Elle avait besoin de savoir pour qui Anthony travaillait, quel était leur plan, et s'il y avait d'autres personnes au sein de l'organisation qui les trahissaient également. Elle commença à copier les données sur une clé USB, créant des sauvegardes de tout ce qu'elle avait trouvé. Si quelque chose lui arrivait, au moins les preuves survivraient. Mais Clara ne savait pas que dans l'obscurité du couloir, une silhouette se tenait là, l'observant à travers une porte légèrement entr'ouverte, et que ses yeux bruns perçants avaient vu tout ce qu'elle faisait. La porte de la salle des serveurs s'ouvrit brusquement. Clara se retourna, surprise, la main toujours agrippée à la clé USB. Anthony Rousseau se tenait dans l'embrasure de la porte, son ombre s'étirant sur le sol sous la lumière du couloir. Il portait un costume noir, une main enfoncée dans sa poche, un sourire aux lèvres, mais des yeux bruns froids comme la pierre. « Vous travaillez tard, mademoiselle Bennett » dit Anthony, d'un ton aussi désinvolte que s'il commentait la météo. Pourtant, Clara entendit la lame cachée derrière chaque syllabe. Elle s'efforça de rester calme, débrancha discrètement la clé USB de l'ordinateur et la glissa dans la poche de sa veste. « Je vérifie le système de sécurité » répondit Clara d'une voix calme, même si son cœur battait à tout rompre. « Vous travaillez tard, vous aussi, monsieur ?»« Rousseau !» Anthony entra dans la pièce, la porte se refermant derrière lui. Dans cet espace clos, seule la lumière bleu pâle des écrans des serveurs éclairait les deux visages qui se faisaient face. « J'ai vu que les lumières étaient allumées, et j'ai pensé, passez-vous voir, dit Anthony en s'approchant encore un peu plus. Vous savez, vous m'avez toujours intrigué, vous. Un concierge qui devient soudainement un expert en cybersécurité. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas ? Clara ne répondit pas. Elle recula d'un pas, essayant de garder une certaine distance entre eux. Anthony continua d'avancer comme un chat acculant une souris dans un coin. « J'ai vérifié vos antécédents, » dit Anthony. « MIT, c'est ça ? Meilleur élève. Vous avez abandonné vos études pour vous occuper de votre sœur, atteinte d'une maladie cardiaque. Très touchant. Emma, c'est ça ? 12 ans. Actuellement à l'hôpital Sainte-Marie, chambre 317, 3e étage, aile pédiatrique. » Clara se figea, le sang dans ses veines se transformant en glace. Il savait pour Emma. Il connaissait la chambre d'hôpital d'Emma. Il menaçait sa sœur. « Que voulez-vous » demanda Clara, la voix tremblante malgré ses efforts pour la contrôler. Anthony s'arrêta à 2 pas d'elle, le sourire disparaissant. « Je veux la clé USB que tu as dans ta poche, » dit Anthony d'une voix froide comme l'acier. « Et je veux que tu oublies tout ce que tu as vu ce soir. » Clara ne bougea pas. Si elle la lui remettait, elle perdrait la seule preuve. Victor ne saurait jamais la vérité. Anthony continuerait sa trahison et l'empire romano s'effondrerait. Mais si elle refusait, Emma serait en danger. Anthony lut facilement dans ses pensées. « Tu pèses le pour et le contre, n'est-ce pas ?» dit-il en penchant la tête. « Laisse-moi t'aider à prendre une décision. Je vis dans ce monde depuis 30 ans. Sais-tu ce que j'ai fait ? J'ai fait disparaître des gens sans laisser de traces. J'ai détruit des familles d'un simple coup de fil. Une enfant de 12 ans alitée à l'hôpital. Un cœur fragile, sans autre protection qu'une sœur aînée qui se tient ici avec moi à minuit. Combien de choix pensez-vous avoir, réellement ? Clara eut un haut le cœur. Elle avait survécu à l'enfer des foyers d'accueil, enduré des abus, été trahie par l'homme qu'elle aimait. Mais elle n'avait jamais ressenti une telle peur, car il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait d'Emma. « Pourquoi ?» murmura Clara. « Pourquoi as-tu trahi Victor ? Il te faisait confiance comme à un frère. » Anthony rit. Un son sec résonna dans la salle des serveurs. « Comme un frère » répéta-t-il avec une moquerie amère. « Pendant 15 ans, j'ai saigné pour Victor Romano. Pendant 15 ans, j'ai fait le sale boulot pour qu'il puisse garder les mains propres. Et qu'est-ce que j'ai obtenu ? La place éternelle de numéro 2. Je restais dans l'ombre pendant qu'il baignait dans la gloire. La famille Salvatore m'a offert 10 millions de dollars et m'a promis Chicago quand Victor tomberait. Tu crois vraiment que j'aurais refusé ça pour la fraternité ? » Clara comprit. Il ne s'agissait donc pas seulement d'argent. C'était de l'envie, de la cupidité, une noirceur qui rongeait Anthony depuis des années. Il n'avait pas trahi Victor la nuit dernière.
Il l'avait trahi il y a longtemps. Il avait simplement attendu le bon moment. Maintenant, l'USB, dit Anthony en tendant la main. Et souviens-toi de ça. Si tu dis quoi que ce soit à Victor, si tu essaies de jouer un tour, Emma ne vivra pas assez longtemps pour subir son opération. Je te le promets. Clara regarda Anthony dans les yeux et sut qu'il ne bluffait pas. Elle fouilla dans sa poche, en sortit l'USB et le plaça dans sa paume. Anthony sourit et le glissa dans la poche de son costume. « Tu es intelligente, dit-il. Maintenant, rentre chez toi. Dors un peu. Et demain matin, tu diras à Victor que tu n'as rien trouvé. Compris ?» Clara acquiesça, incapable de parler. Anthony se retourna et quitta la pièce, la laissant seule dans l'obscurité. Clara resta là, tremblante, les larmes coulant sur son visage. Elle avait perdu la preuve. Elle avait échoué. Mais au fond d'elle-même, une partie d'elle était déjà en train de réfléchir. Elle avait copié les données sur une clé USB. Oui. Mais elle avait également téléchargé une sauvegarde sur le cloud avant l'arrivée d'Anthony. Elle n'était pas vaincue. Pas encore. Clara quitta la tour Romano peu après minuit. Ses pas étaient chancelants, comme ceux d'une personne ivre de choc plutôt que d'alcool. Son esprit était en ébullition à cause de tout ce qui venait de se passer. Anthony Rousseau était le traître. Il travaillait pour la famille Salvatore, et il savait pour Emma. Elle devait rester calme. Elle devait réfléchir. La sauvegarde sur le cloud existait toujours. Mais elle avait besoin de temps pour trouver un moyen de la transmettre à Victor sans alerter Anthony. Demain matin, elle trouverait un moyen de rencontrer Victor seul et de tout lui raconter. Il protégerait Emma. Il devait protéger Emma. Le parking souterrain était étrangement vide à cette heure-là. Les pas de Clara résonnaient sur le béton, le son rebondissant sur les murs nus. Sa vieille voiture était garée dans le coin le plus éloigné, où la lumière fluorescente clignotait faiblement, comme si elle était sur le point de s'éteindre. Elle sortit ses clés de sa poche et se précipita vers la voiture, plus que 10 pas. Elle n'avait plus qu'à rentrer chez elle, fermer la porte à clé, et au matin, tout serait différent. Elle n'entendit pas les pas derrière elle. Elle ne vit pas la silhouette sombre qui surgit de derrière un pilier en béton. Elle sentit seulement une forte odeur chimique envahir ses narines lorsque quelqu'un lui pressa un chiffon sur le visage. Clara essaya de se débattre, essaya de crier, mais son corps ne lui obéissait pas. Le monde devint flou, les sons s'estompèrent comme s'ils s'enfonçaient au fond d'un puits. Puis l'obscurité l'engloutit. Lorsque Clara se réveilla, la première chose qu'elle remarqua fut l'odeur. L'humidité, l'huile de machine, la poussière d'un endroit abandonné depuis des années. Elle essaya d'ouvrir les yeux, et la faible lumière d'une seule ampoule au plafond lui transperça les pupilles, la rendant aveugle. Elle avait l'impression que sa tête allait se fendre en deux. Sa bouche était sèche et amère, et lorsqu'elle essaya de bouger, elle se rendit compte que ses mains étaient solidement attachées derrière la chaise. Clara regarda autour d'elle. Elle se trouvait dans un entrepôt industriel abandonné. Des étagères rouillées tapissèrent les murs. Les fenêtres étaient condamnées par des planches, et rien n'indiquait que cet endroit avait été utilisé depuis longtemps. Elle ne savait pas où elle se trouvait, à quelle distance de la tour Romano, ni combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait perdu connaissance. Regardez ça. La princesse s'est réveillée. La voix d'Anthony Rousseau venait de derrière elle. Clara tourna la tête et le vit sortir de l'ombre, suivi de près par 2 hommes. Ils étaient grands, leurs visages durs comme de la pierre, leurs yeux fixés sur elle comme des prédateurs étudiant leur proie. Anthony tira une chaise et s'assit en face de Clara, croisant les jambes, l'air aussi détendu que s'il était dans son propre salon. « Je t'avais dit de rentrer chez toi et de dormir, » dit Anthony en secouant la tête. « Mais tu ne m'as pas écouté, n'est-ce pas ? Tu pensais que je ne saurais pas que tu avais téléchargé une sauvegarde sur le cloud avant que j'entre dans la salle des serveurs. » Clara se raidit, le sang se glaçant dans ses veines. Comment le savait-il ? Elle l'avait fait avant qu'il n'apparaisse. Anthony sourit en voyant son expression. « Tu as oublié que je contrôle les systèmes de sécurité de ce bâtiment depuis 15 ans ?» dit-il. « Chaque fichier téléchargé, chaque email envoyé, je vois tout.
Tu penses être plus intelligente que moi, mais tu n'es qu'une enfant qui joue à un jeu d'adulte. Clara déglutit, la gorge brûlante. Qu'est-ce que tu vas me faire? Anthony pencha la tête comme s'il réfléchissait. Au début, j'allais te laisser vivre, dit-il. Tu m'aurais remis la clé USB, tu serais restée silencieuse, et tout se serait terminé là. Mais tu as compliqué les choses. Une sauvegarde sur le cloud. Si tu la remets à Victor, mon plan sur 15 ans part en fumée. Quel plan? Demanda Clara, essayant de gagner du temps. Anthony rit doucement. Tu veux savoir? Très bien. De toute façon, tu ne sortiras pas d'ici. Il se leva et commença à tourner autour d'elle comme un chasseur. Les familles Salvatore et Romano sont ennemies depuis 30 ans, commença Anthony. Le père de Victor a tué le frère de Tony Salvatore. Tony a juré de se venger, mais les Romano étaient trop puissants pour les attaquer de front. Ils avaient donc besoin de quelqu'un à l'intérieur. Ils avaient besoin de moi. Clara écouta, s'efforçant de mémoriser chaque détail. Il y a 15 ans, Tony Salvatore m'a fait une proposition, poursuivit Anthony. 10 millions de dollars et le contrôle de Chicago, si je les aidais à détruire Victor de l'intérieur. J'ai accepté. Depuis, j'ai attendu, rassemblé des informations, attendu le moment idéal. Et ce moment, c'était l'accord de fusion avec les 5 familles. Clara comprit que si l'accord aboutissait, Victor deviendrait intouchable. Anthony devait agir avant que cela n'arrive. La cyberattaque n'était que la première étape, dit Anthony comme s'il lisait dans ses pensées. Détruire les données, affaiblir Victor, faire perdre confiance aux autres familles. Puis Tony Salvatore entre en scène. Une balle dans la tête et l'empire Romano devient mien. « Tu es un monstre, dit Clara, la voix tremblante de rage. Victor te faisait confiance comme à un frère. » Anthony se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. « Et c'est exactement pour ça qu'il va mourir, dit-il froidement. Victor fait trop facilement confiance. Il me regarde et ne voit pas le serpent qui se trouve juste devant lui, tout comme il te regarde et ne voit qu'un concierge inoffensif. Vous êtes tous les deux aveugles et vous allez tous les deux le payer. » La peur envahit le corps de Clara, mais elle refusa de pleurer. Elle avait survécu à l'enfer des foyers d'accueil. Elle avait enduré pire que cela. Elle ne céderait pas devant quelqu'un comme Anthony Rousseau. « Victor te trouvera, » dit Clara d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Il. » Anthony éclata de rire. « Victor ne te trouvera pas, dit-il. Quand tu disparaîtras, il pensera que tu n'étais qu'une autre escroque, une concierge qui s'est enfuie avec son argent. Et quand il réalisera la vérité, tu seras un cadavre au fond du lac Michigan. » Anthony se détourna et donna un ordre à ses hommes. « Surveillez-la, dit-il. Je reviendrai demain matin pour en finir. » Clara regarda sa silhouette disparaître dans l'obscurité et pour la première fois, elle crut vraiment qu'elle allait mourir ici. Le lendemain matin, Victor Romano se réveilla avec un sentiment de malaise qu'il ne pouvait expliquer. Il avait mal dormi, fait des rêves fragmentés où apparaissait son père, du sang, des coups de feu déchirant la nuit. Mais il y avait autre chose. Quelque chose lié à Clara. Il prit le téléphone sur la table de chevet et composa son numéro. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Victor fronça les sourcils et rappela. Cette fois, il tomba directement sur la messagerie vocale. Elle n'éteint jamais son téléphone. Victor pensa. Elle a une sœur à l'hôpital. Elle garde toujours son téléphone avec elle en cas d'urgence. Il s'habilla rapidement et se rendit en voiture à la Romano Tower. En chemin, il appela Clara 5 fois de plus. Pas de réponse. Le malaise qu'il ressentait dans sa poitrine commença à se transformer en véritable peur. Lorsque Victor entra dans le bâtiment, il se rendit directement à la salle de sécurité au 1er étage. 2 gardes se levèrent d'un bond lorsqu'ils le virent, le visage livide. « Les caméras du parking souterrain de la nuit dernière, » ordonna Victor d'une voix dure comme l'acier. « Montrez-les-moi maintenant. » Les gardes s'empressèrent d'obéir, rembobinant les images de la nuit précédente. Victor resta debout, les yeux gris rivés sur l'écran, sans ciller. 23h52, Clara sortit seule de l'ascenseur, l'air fatigué. Elle se dirigea vers sa vieille voiture, garée au fond du parking. C'est alors que Victor vit la scène.
2 silhouettes sombres émergèrent de derrière un pilier en béton. L'une d'elles pressa un chiffon sur le visage de Clara par derrière. Elle se débattit pendant quelques secondes, puis s'effondra. L'autre lui attrapa les jambes, et ensemble, ils la traînèrent dans une camionnette noire sans plaque d'immatriculation garée à proximité. 15 secondes. Entre le moment où Clara fut attaquée et celui où elle disparut de la caméra. Cela n'avait pris que 15 secondes. Victor resta figé devant l'écran. En 23 ans, il avait été témoin d'innombrables actes brutaux. Il avait vu des gens mourir sans ciller, avait ordonné des meurtres sans hésitation. Il pensait être immunisé contre les sentiments. Mais à présent, en voyant Clara être traînée comme une poupée sans vie, quelque chose en lui se brisa. « Repassez-le », dit Victor. « Repassez cette partie. » Les gardes rembobinèrent la vidéo. Victor la regarda une deuxième fois, puis une troisième, une quatrième. À chaque nouvelle lecture, la rage en lui grandissait. Quelqu'un avait osé toucher à quelqu'un qui lui appartenait. Quelqu'un avait osé kidnapper Clara dans son propre immeuble, sous le nez de ses agents de sécurité. Soudain, Victor se retourna et frappa le mur. Son poing traversa la cloison sèche. Du sang coulait de ses jointures fendues. Il frappa encore et encore jusqu'à ce qu'un trou béant se forme dans le mur et que sa main soit recouverte de sang. Les gardes restèrent figés, trop terrifiés pour bouger. Ils n'avaient jamais vu Victor Romano perdre ainsi son sang-froid. C'était l'homme le plus froid qu'ils connaissaient, quelqu'un qui pouvait ordonner l'exécution d'un traître, puis s'asseoir pour dîner comme si de rien n'était. Et pourtant, il était en train de détruire un mur à main nue à cause d'un concierge. Victor s'arrêta, haletant, la poitrine soulevée par de violentes respirations. Il fixa sa main ensanglantée comme s'il ne la reconnaissait pas. Puis, il sortit son téléphone et composa le numéro de James Chen. James répondit dès la première sonnerie. « Patron » demanda James, la voix encore endormie. « Que se passe-t-il » ? « C.L. a été kidnappée, dit Victor, la voix tremblante, alors qu'il luttait pour se contenir. « Hier soir, dans notre parking. Je veux que tu découvres où elle se trouve immédiatement. » Kidnappé, James était désormais complètement réveillé. « Comment ? Qui oserait faire une chose pareille ? Je ne sais pas, Victor, terminé. Mais je vais le découvrir. Et quand ce sera fait, je leur ferai regretter d'être nés. » Trace son téléphone. Vérifie les caméras de circulation. Fais tout ce que tu peux. Je veux des résultats dans l'heure. Victor raccrocha et se retourna une dernière fois vers l'écran de la caméra. L'image de Clara traînée dans le van était figée, son visage pâle et immobile. Il posa sa main contre l'écran, comme s'il pouvait l'atteindre à travers la vitre. « Je te retrouverai, Clara, » murmura Victor. « Je ne sais pas pourquoi tu comptes autant pour moi, mais je ne te laisserai pas mourir. Pas toi. Pas comme mon père. » Et pour la première fois en 23 ans, Victor Romano pria un Dieu auquel il avait cessé de croire le soir où son père avait été assassiné. Dans l'entrepôt sombre, Clara avait perdu toute notion du temps. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là, seulement que la lumière qui filtrait à travers une fissure dans le toit était passée de l'obscurité à un faible rayon de soleil, puis avait replongé dans l'obscurité. Cela pouvait faire un jour, peut-être plus. Ses poignets étaient à vif et saignaient à cause des cordes, ses lèvres étaient gercées et sèches à cause de la soif, et tout son corps était endolori à force d'être resté assise trop longtemps dans la même position. Mais ce n'était pas le pire. Anthony revint le matin, et il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un homme imposant, au visage impassible, et aux mains aussi grandes que des pelles. Anthony tira une chaise et s'assit en face de Clara, aussi détendue que d'habitude. « J'espère que tu as eu le temps de réfléchir, dit-il. Ma question est très simple. Qu'as-tu dit à Victor ? À qui as-tu envoyé les preuves ? À part au Cloud ? » « Je n'ai rien dit à personne, » répondit Clara d'une voix assoiffée. « Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit avant que tu ne m'emmènes. » Anthony soupira comme un professeur déçu par un élève. « Tu sais, Clara,
Je n'aime pas faire ce genre de choses, mais tu ne m'as pas laissé le choix. » Il fit signe à son homme. Le premier coup de poing dans l'estomac fit plier Clara en deux. L'air fut violemment expulsé de ses poumons. Avant qu'elle ait pu respirer, le deuxième coup de poing s'écrasa sur son visage, lui faisant tourner la tête sur le côté, tandis qu'un goût métallique de sang envahissait sa bouche. « Qu'as-tu dit à Victor ?» demanda à nouveau Anthony. Clara releva la tête, du sang coulant du coin de sa bouche, le regard fixe et sans crainte. « Je t'ai déjà dit que je n'avais rien dit. » Anthony acquiesça. Le troisième coup, le quatrième, le cinquième. Chaque coup s'abattit sur le corps frêle de Clara comme un marteau. Elle sentit une côte se briser, ses lèvres enflées. Un œil commençait à se fermer sous l'effet d'un hématome. La douleur se propagea en elle comme un feu. Mais Clara ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle serra les dents et endura tout cela comme elle avait enduré tout le reste de sa vie. Dans la douleur, les souvenirs affluèrent comme un torrent. Clara, à 10 ans, debout dans un coin de la cuisine de sa 4e famille d'accueil. Un homme ivre la frappant avec une ceinture parce qu'elle avait osé manger un morceau de pain qui restait. Chaque coup lui brûlait comme du feu. Mais Clara ne pleura pas. Elle avait appris très tôt que pleurer ne faisait que les inciter à frapper plus fort. Clara, à 13 ans, enfermée dans le sous-sol de sa 7e famille d'accueil, pendant 3 jours sans nourriture parce qu'elle avait cassé une assiette. Elle était assise dans le noir, serrant ses genoux contre elle, se promettant qu'elle survivrait, qu'elle s'en sortirait, elle ne les laisserait pas la briser. Clara, à 16 ans, fuyant sa 10e famille d'accueil, après que leur fils aîné ait tenté de l'agresser. Elle a couru toute la nuit sous la pluie, pieds nus, sans manteau. Et quand la police l'a retrouvée, elle n'a toujours pas pleuré. Elle n'a dit qu'une seule chose, « Je veux aller ailleurs ». Ils ont essayé de la briser pendant 11 ans dans le système d'accueil. Ils ont échoué. Anthony Rousseau pensait-il vraiment pouvoir faire en quelques coups de poing ce qu'un système tout entier n'avait pas réussi à faire ? « Tu es têtu ?» a dit Anthony en la regardant avec une sorte de surprise. La plupart des gens commencent à supplier dès le 2e coup de poing. Clara a levé la tête et l'a regardé droit dans les yeux. Du sang coulait sur son menton, un œil était presque fermé à cause du gonflement, mais l'autre brûlait de défi. « J'ai vécu l'enfer, » a dit Clara. Sa voix tremblait de douleur, mais elle n'était pas faible. « Ce que tu fais, c'est juste un mardi normal pour moi. » Anthony l'a regardé longuement puis a ri. « Tu es intéressante, Clara Bennett. » Il s'est levé, époussetant son pantalon. « C'est dommage que je doive te tuer. Mais tu en sais trop, et je ne peux pas prendre ce risque. » Il se tourna vers la porte, puis s'arrêta. « Surveillez-la encore quelques heures, » dit Anthony à ses hommes. « Ce soir, nous en finirons. » La porte se referma, laissant Clara seule dans l'obscurité. Elle baissa la tête, et pour la première fois des larmes coulèrent sur ses joues. Non pas à cause de la douleur, mais en pensant à Emma. Qu'adviendrait-il de sa sœur si elle mourait ici? Qui s'occuperait d'Emma? Qui lui tiendrait la main dans la salle d'opération? Non. Clara releva la tête et essuya ses larmes avec sa manche. Elle n'avait pas le droit de mourir. Elle avait encore Emma. Elle avait encore une raison de vivre. Et si elle devait se battre jusqu'à son dernier souffle, elle le ferait. À la tour Romano, Victor n'avait pas dormi depuis 24 heures. Il était assis dans son bureau, plongé dans l'obscurité, la seule lumière provenant de l'écran d'ordinateur où James Chen travaillait comme un possédé. La main de Victor était toujours bandée après avoir frappé le mur, mais il ne ressentait aucune douleur. Il ne ressentait rien d'autre qu'une inquiétude suffocante et une rage bouillonnante prête à exploser. « Je l'ai trouvée », dit soudain James en levant la tête de l'écran. Victor fut à ses côtés en un instant. « Où est-elle » James désigna la carte à l'écran. Son téléphone était éteint, mais j'ai retracé le dernier signal avant qu'il ne s'éteigne. La zone industrielle au sud de la ville, près des anciens docks. Il y a là un entrepôt abandonné appartenant à une société écran. Et cette société écran est liée à la famille Salvatore. Victor sentit son sang bouillir. Salvatore, l'ennemi juré de sa famille.
Mais pourquoi s'en prendre à Clara? Elle n'était qu'une conseillère en cybersécurité. Elle ne savait rien de la guerre entre les familles. Ou savait-elle quelque chose que Victor ignorait? Patron, dit James avec hésitation. Il y a autre chose. J'ai trouvé un fichier que Clara a téléchargé sur le cloud juste avant d'être kidnappée. Elle l'a nommé pour Victor. Victor se figea. Clara lui avait laissé quelque chose. Elle savait que quelque chose allait se passer. « Ouvre-le » ordonna Victor. James cliqua sur le fichier et une vidéo apparut à l'écran. Le visage de Clara occupait tout l'écran, épuisé mais déterminé, clairement enregistré à la hâte avec la webcam de l'ordinateur de la salle des serveurs. « Victor, dit Clara dans la vidéo, d'une voix pressante. Si tu regardes cette vidéo, c'est que je n'ai pas pu te le dire en personne. J'ai trouvé le traître. C'est Anthony Rousseau. » Victor eut l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Anthony? Impossible. Pas Anthony, le frère en qui il avait plus confiance qu'en quiconque. L'homme qui avait été à ses côtés pendant 15 ans, à travers toutes les guerres et toutes les épreuves. Clara continua dans la vidéo. « J'ai des preuves. L'adresse MAC de l'ordinateur portable d'Anthony correspond à la source de l'attaque. Il planifie cela depuis des années, travaillant pour la famille Salvatore. Ils lui ont versé 10 millions de dollars et lui ont promis Chicago quand tu tomberas. Victor, je sais que c'est difficile à croire. Je sais que tu considères Anthony comme un membre de ta famille, mais je ne te mens pas. Je n'ai aucune raison de le faire. Toutes les preuves se trouvent dans les fichiers joints à cette vidéo. Victor, si je ne survis pas, prends soin d'Emma pour moi. Elle est à l'hôpital Street Mary, chambre 317. Dis-lui que je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour elle. Et Victor, merci. Merci de m'avoir vu alors que le reste du monde ne le voyait pas. La vidéo s'est terminée. L'écran est redevenu noir, mais Victor n'a pas bougé. Il restait debout comme une statue de pierre, les yeux gris fixant le vide, le corps rigide comme si la vie l'avait quitté. James a ouvert les fichiers joints et les preuves sont apparues. Des fichiers journaux, des adresses MAC, des horodatages, tous pointant vers un seul homme, Anthony Rousseau. Il n'y avait plus aucun doute. 15 ans, murmura Victor d'une voix à peine audible. 15 ans que je le traitais comme un frère. Je lui avais confié tous mes secrets. Je lui faisais plus confiance qu'à moi-même. Et il m'a poignardé dans le dos, tout comme oncle Alberto l'avait fait à mon père. James recula lorsqu'il vit le changement sur le visage de Victor. Les yeux gris, d'habitude froids, brûlaient désormais comme les flammes de l'enfer. Il serra les mâchoires, les veines de son cou se gonflèrent, et tout son corps trembla sous l'effet d'une rage incontrôlable. Victor se retourna, attrapa la chaise la plus proche et la lança à travers la baie vitrée. Le bruit du verre brisé résonna dans tout le 42e étage. Des éclats de verre pleuvaient comme une tempête. Il renversa le bureau d'un coup de pied, arracha les tableaux des murs, détruisit tout ce qui était à sa portée. « Je vais le tuer », rugit Victor, la voix semblable à celle d'un animal sauvage. « Je vais mettre Anthony Rousseau en pièces. Je vais le faire supplier qu'on le tue. » Puis il s'arrêta, haletant au milieu des débris. « Et Clara ?» dit Victor, la voix soudainement plus basse, empreinte de douleur. « Je vais la sauver. Si elle est encore en vie, je la ramènerai. S'il lui a fait du mal, je lui en ferai 100 fois plus. » James, Victor se tourna vers James, les yeux injectés de sang. « Rassemble l'équipe d'intervention. Tous nos meilleurs hommes. On y va maintenant. » James acquiesça sans poser de questions. Il n'avait jamais vu Victor comme ça, et il espérait ne plus jamais le revoir ainsi. L'entrepôt émergea de l'obscurité, une masse de béton gris, isolée dans la zone industrielle abandonnée. Victor arrêta la voiture à 500 mètres et fit signe à l'équipe d'intervention de contourner le bâtiment par l'arrière. Alors qu'ils se préparaient à agir, Victor leva la main pour les arrêter. « J'y vais seul », dit Victor d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. « Vous gardez l'entrée arrière. Personne n'entre avant que je ne donne l'ordre. »« Patron, c'est trop dangereux », protesta l'un des hommes. « Nous ne savons pas combien de personnes se trouvent à l'intérieur. » Victor se retourna et le regarda, ses yeux gris aussi froids que la glace. « C'est entre Anthony et moi, et je vais en finir de mes propres mains. » Il sortit son pistolet de son manteau, vérifia le chargeur et se dirigea vers l'entrepôt.
Son ombre s'étirait sur le sol poussiéreux, une silhouette sombre et solitaire marchant vers l'enfer. La porte métallique rouillée grinça lorsque Victor la poussa pour l'ouvrir. L'intérieur était plongé dans l'obscurité totale, à l'exception de la faible lumière d'une seule ampoule suspendue au centre de l'entrepôt. Et sous cette lumière, Victor la vit. Clara était assise, attachée à une chaise, les mains liées derrière le dos, le visage enflé et strié de sang séché. Un œil était tuméfié et violet. Ses lèvres étaient gercées. Son corps tremblait d'épuisement. Mais lorsqu'elle vit Victor, ses yeux verts s'illuminèrent, et elle murmura un mot qu'il ne pouvait entendre, mais qu'il pouvait lire sur ses lèvres. Victor. Puis une voix familière s'éleva de l'ombre. Je savais que tu viendrais. Anthony Rousseau s'avança. Un pistolet dans la main, il le pressa contre la tête de Clara. Il portait son costume noir habituel, l'air calme, comme s'il se trouvait dans une salle de réunion, plutôt qu'au milieu d'une confrontation à mort. Victor sentit la rage exploser dans sa poitrine, mais il la retint. Pas encore. Clara était toujours dans la ligne de mire d'Anthony. 15 ans, dit Victor d'une voix froide comme l'acier. 15 ans que je te traite comme un frère. Je te faisais confiance plus qu'à n'importe qui d'autre au monde, et tu m'as poignardé dans le dos pour de l'argent. Anthony rit, et son rire résonna dans l'entrepôt vide. De l'argent, répéta-t-il. Tu crois qu'il s'agit seulement d'argent, Victor. Il s'agit de tout ce que je mérite, et que tu ne m'as jamais donné. Pendant 15 ans, je suis resté dans ton ombre. Pendant 15 ans, j'ai fait le sale boulot pour que tu puisses garder les mains propres. Et tu m'as traité comme un chien fidèle, me caressant la tête, mais ne me laissant jamais m'asseoir à table. Je t'ai tout donné. Victor rugit. Le pouvoir, l'argent, le respect. Tu étais le seul à pouvoir entrer dans mon bureau sans frapper. Et cela ne suffisait toujours pas, n'est-ce pas? Anthony serra les mâchoires. Parce qu'au final, j'étais toujours le numéro 2. Toujours Anthony Rousseau. Le bras droit de Victor Romano. Jamais Victor Romano. Victor regarda l'homme devant lui et vit enfin la vérité qu'il avait ignorée pendant 15 ans. Anthony n'avait pas été acheté. Anthony avait toujours été jaloux, toujours rancunier, toujours à l'affût d'une occasion de frapper. Victor avait simplement trop confiance pour s'en rendre compte. « Laisse-la partir, dit Victor en levant son arme. C'est entre toi et moi. Elle n'a rien à voir avec ça. » Anthony rit et appuya plus fort son arme contre la tempe de Clara. « Elle est impliquée depuis le moment où elle m'a trouvé. Et tu sais quoi, Victor? Tu la regardes différemment. Je l'ai vu. Pour la première fois en 23 ans, tu te soucies de quelqu'un d'autre que toi-même. Cela fait d'elle l'arme parfaite pour te transpercer le cœur. » Victor ne répondit pas. Il calculait la distance, l'angle, la probabilité. Mais Anthony utilisait Clara comme bouclier, et toute balle perdue pouvait la tuer. « Lâche ton arme, » ordonna Anthony. « Lâche-la, ou je la tue tout de suite. » Victor regarda Clara dans les yeux. Elle le regardait en retour, sans crainte. Même avec le pistolet pointé sur sa tête. Puis elle fit quelque chose que Victor n'aurait jamais imaginé. Clara hocha légèrement la tête, comme pour lui dire qu'elle lui faisait confiance, qu'elle était prête. Et en un clin d'œil, Clara passa à l'action. Elle mordit violemment le poignet d'Anthony, enfonçant profondément ses dents dans sa chair. Anthony hurla de douleur et retira instinctivement sa main. À cet instant, le pistolet quitta la tête de Clara. Victor ne perdit pas une seconde. Il appuya sur la gâchette. Le coup de feu retentit dans l'espace clos. La balle transperça l'épaule d'Anthony, le faisant s'écrouler au sol tandis que le pistolet s'envolait de sa main. Victor se précipita, envoya l'arme dans un coin d'un coup de pied et posa sa botte sur la poitrine du traître. « Tu ne vas pas mourir rapidement, Anthony, » dit Victor d'une voix glaciale. « Tu vivras assez longtemps pour regretter de m'avoir trahi. » Puis il se tourna vers Clara et coupa les cordes avec le couteau qu'il avait dans son manteau. Une fois libérée, Clara s'effondra dans les bras de Victor, le corps tremblant d'épuisement et de soulagement. Victor la serra fort contre lui, un bras autour d'elle,
l'autre toujours agrippé au pistolet pointé sur Anthony. « J'ai cru que je t'avais perdu, » murmura Victor d'une voix rauque. « Pour la première fois de ma vie, j'ai eu plus peur de perdre quelqu'un que de me perdre moi-même. » Clara leva la tête, ses lèvres gercées formant un faible sourire. « Je suis difficile à tuer, » dit-elle d'une voix tremblante, mais essayant toujours de plaisanter. « Je te l'ai déjà dit. » Victor sourit aussi. Pour la première fois après 2 jours d'enfer, il se pencha et posa son front contre le sien. Et à ce moment-là, dans cet entrepôt crasseux, où gisait le traître gémissant sur le sol, ils se retrouvèrent. 2 semaines après la nuit du sauvetage, Anthony Rousseau était assis dans une pièce fermée à clé sous le sous-sol d'un bâtiment dont personne ne connaissait l'existence. La blessure à son épaule avait été recousue. Mais c'était la seule pitié qui lui avait été accordée. Victor ne tua pas Anthony tout de suite. Il voulait quelque chose de plus précieux que la mort d'un traître. Il voulait des informations. Et après 7 jours d'interrogatoire, Anthony avoua tout. Les noms de toutes les taupes au sein de l'organisation Romano, l'emplacement des entrepôts secrets de la famille Salvatore, le plan détaillé que Tony Salvatore avait élaboré pendant 15 ans, les comptes bancaires où l'argent sale était blanchi. Tout a jailli comme un barrage qui cède quand Anthony a compris qu'une mort rapide était un privilège que Victor n'avait pas l'intention de lui accorder. Victor a utilisé ces informations comme une lame acérée. En 1 semaine, il s'est coordonné avec les familles mafieuses alliées et a frappé la famille Salvatore de toutes parts. Les entrepôts ont été perquisitionnés, les comptes ont été gelés, les fidèles ont été arrêtés ou ont disparu. Tony Salvatore, le patron qui avait nourri sa vengeance contre les Romano pendant 30 ans, fut capturé alors qu'il tentait de fuir au Mexique avec 3 valises remplies d'argent liquide. L'Empire Salvatore, l'une des plus anciennes familles mafieuses de Chicago, s'effondra en moins de 10 jours. Les survivants se dispersèrent comme des rats, et le nom Salvatore devint un juron que personne n'osait prononcer. Victor Romano ne survécut pas seulement, il en ressortit plus fort que jamais. L'accord de fusion avec les 5 grandes familles mafieuses a été signé comme prévu, et Victor est officiellement devenu le parrain le plus puissant de la côte est des États-Unis. Mais pour Victor, rien de tout cela n'avait plus la même importance qu'auparavant. Ce qui comptait le plus pour lui à présent, c'était de se trouver dans un lit d'hôpital à Street Mary, en attendant une opération chirurgicale qui allait changer sa vie. Emma Bennett, 12 ans, avec ses grands yeux bruns et son sourire d'ange, n'avait aucune idée que l'homme assis à côté de son lit était le parrain mafieux le plus redouté de la ville. Pour elle, Victor était simplement l'ami de Clara, un homme grand aux yeux tristes et au sourire rare mais doux. La veille de l'opération, Clara était assise près du lit d'Emma, tenant la main de sa sœur. Victor se tenait dans l'embrasure de la porte, observant en silence. Il vit Clara chanter pour endormir Emma, sa voix douce et tremblante de peur. Il vit la façon dont elle caressait les cheveux d'Emma, les yeux remplis d'amour et de terreur. Et il comprit pourquoi Clara était prête à tout sacrifier pour cet enfant. Emma n'était pas seulement une sœur. Emma était sa famille. La raison pour laquelle Clara continuait à se battre. La lumière dans l'obscurité de sa vie. Le lendemain matin, Clara marcha à côté du brancard qui emmenait Emma au bloc opératoire. Elle tint la main de sa sœur jusqu'à ce que les portes se referment, puis resta là, tremblante, les larmes coulant sur son visage. Victor vint à ses côtés sans un mot et la prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi pendant 6 heures, tandis que le meilleur médecin que l'argent pouvait acheter luttait pour sauver le cœur fragile d'Emma. Lorsque le chirurgien en chef sortit, son visage était épuisé, mais souriant. Clara faillit s'évanouir. L'opération était un succès. Emma allait vivre. Elle serait en bonne santé. Son petit cœur avait été réparé. Et elle avait toute la vie devant elle. Clara pleura dans les bras de Victor. Des larmes de bonheur pour la première fois depuis de nombreuses années. Elle s'était battue pendant 4 ans pour ce moment. Elle avait abandonné le miti, renoncé à son avenir, travaillé 3 emplois par jour, enduré toutes les épreuves imaginables, et finalement, Emma allait vivre. 3 mois après l'opération, Emma était complètement rétablie. Elle courait dans le jardin de la propriété de Victor comme un oiseau libéré de sa cage, son rire résonnant partout. Victor se tenait sur le balcon et la regardait.
et il réalisa que c'était le son qui manquait à cette maison depuis 23 ans. Le rire d'un enfant, le son d'une famille. Cette nuit-là, Victor emmena Clara sur le toit de la tour Romano, là où tout avait commencé. Chicago s'étendait sous leurs pieds comme un tapis de lumière. Des millions de fenêtres brillantes scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Victor se tenait face à Clara et pour la première fois de sa vie, il se sentait nerveux. Lui, l'homme qui faisait trembler tout le monde criminel américain, sentait ses mains trembler devant une femme qui avait autrefois été concierge. « Clara, » commença Victor d'une voix rauque, « j'ai vécu toute ma vie dans l'ombre. J'ai tué. J'ai trahi. J'ai fait toutes les choses horribles qu'un homme peut faire. Je ne te mérite pas. » Je le sais. Clara ouvrit la bouche pour parler, mais Victor leva la main pour l'arrêter. « Mais tu m'as changé, » continua Victor. « Tu es entré dans mon bureau avec un chariot de nettoyage, et tu as détruit tous les murs que j'avais construits pendant 23 ans. Tu as vu l'humain qui se cachait derrière le monstre. Tu as cru en moi, alors que je ne croyais pas en moi-même. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant simple mais élégante qui scintillait sous les lumières de la ville. « Je ne sais pas comment être un homme bon, » dit Victor, la voix tremblante. « Mais pour toi, je veux essayer. Pour toi et Emma, je veux construire quelque chose qui ne soit pas fait de sang et de ténèbres. Je veux fonder une famille. Clara Bennett, veux-tu devenir ma femme ?» Clara regarda la bague, puis le visage de Victor. L'homme devant elle n'était plus le froid chef de la mafia. C'était juste un homme agenouillé devant elle, le cœur grand ouvert, attendant sa réponse. « Je t'ai choisi la nuit où je suis entrée dans ce bureau, » dit Clara, les larmes coulant sur ses joues, tandis qu'elle souriait joyeusement. « J'attendais juste que tu t'en rendes compte. » Victor se leva, glissa la bague au doigt de Clara et la serra dans ses bras. Ils restèrent là, debout, au point culminant de Chicago. Deux âmes autrefois brisées, qui s'étaient retrouvées et guérissaient ensemble. Et pour la première fois de sa vie, Victor Romano savait ce qu'était le vrai bonheur. Un an plus tard, le printemps arriva à Chicago, avec les cerisiers en fleurs le long des rives du lac Michigan. Et par un après-midi chaud d'avril, dans la petite villa au bord du lac de la famille Romano, un mariage simple mais profondément significatif eut lieu. Clara se tenait devant le miroir dans une robe de mariée blanche unie, sans ornements élaborés ni traîne. Elle n'avait pas besoin de tout cela. Tout ce dont elle avait besoin, c'était l'homme qui l'attendait au bout de l'allée et la jeune fille de 13 ans qui sautillait à ses côtés, un bouquet de demoiselles d'honneur à la main. Emma Bennett, désormais en bonne santé et pleine de vie, était la preuve vivante du miracle que Clara et Victor avaient créé ensemble. La cicatrice chirurgicale sur la poitrine d'Emma avait guéri. Son cœur battait fort et régulièrement, et son sourire brillait comme le soleil. En regardant sa sœur courir avec des pétales de fleurs emmêlés dans ses cheveux, Clara savait que chaque sacrifice, chaque épreuve, chaque nuit blanche en avait valu la peine. Seules quelques dizaines de personnes, les plus proches, assistèrent au mariage. Maggie Romano, âgée de 92 ans, était assise au premier rang, les larmes aux yeux. Elle avait attendu 23 ans pour voir ce jour arriver, le jour où son petit-fils avait trouvé l'amour et appris à ouvrir son cœur. James Chen se tenait aux côtés de Victor en tant que témoin, le visage illuminé d'un large sourire, et lorsque Clara entra serrant son bouquet de roses blanches, la salle sembla retenir son souffle. Victor se tenait au bout de l'allée, vêtu d'un costume noir. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, mais ses yeux gris, autrefois froids comme l'acier, brillaient tandis qu'il la regardait marcher vers lui. Le plus puissant parrain de la mafia américaine pleurait, et il ne se donnait pas la peine de le cacher. Lorsque Clara se tint devant Victor, le vieux prêtre leur demanda de réciter leurs vœux. Clara parla la première, la voix tremblante mais ferme. « Victor, quand je t'ai rencontré, je n'étais qu'une femme de ménage invisible, poussant un chariot de nettoyage dans des couloirs sombres. Le monde avait oublié mon existence bien avant cela. Mais toi, tu m'as vu
Tu m'as fait confiance alors que tu n'avais aucune raison de le faire. Tu as sauvé ma sœur alors que tu n'étais pas obligé de le faire. Tu m'as donné une famille alors que je pensais rester seul pour le reste de ma vie. Je promets de rester à tes côtés, dans la lumière et dans l'obscurité, dans la richesse et dans l'adversité. Je promets d'être le phare qui te guide quand tu es perdu et le port qui t'accueille quand tu es fatigué. Je t'aime, Victor Romano. Pas le patron, pas l'empire, mais l'homme qui se cache derrière les murs que tu as construits. Victor prit les mains de Clara, sans quitter son visage des yeux. Clara, j'ai vécu toute ma vie dans l'obscurité. J'ai construit autour de mon cœur des murs si hauts que je pensais que personne ne pourrait jamais les escalader. Puis tu es apparu dans ton uniforme défraîchi, avec tes mains calleuses, et tu as abattu ces murs comme s'ils étaient faits de papier. Tu m'as appris que la vraie force ne vient pas du pouvoir ou de l'argent. La vraie force vient du fait d'oser aimer après avoir été blessé. Oser faire confiance après avoir été trahi. Oser espérer après avoir tout perdu. Je promets de passer le reste de ma vie à devenir digne de toi. Je promets de te protéger, toi et Emma, à tout prix. Je promets d'apprendre à devenir l'homme que tu mérites. Tu es mon miracle, Clara Bennett, et je ne te laisserai jamais disparaître. Quand ils ont échangé leurs alliances et leur premier baiser en tant que mari et femme, Emma a bondi, applaudissant, et la salle a éclaté de rire et de larmes de joie. Ce soir-là, après le départ des invités, alors qu'Emma dormait profondément, Victor et Clara se tenaient sur le balcon surplombant le lac Michigan, le clair de lune peignant l'eau d'argent, et la ville de Chicago scintillant au loin comme un rêve. « Aurais-tu imaginé que nous finirions ici ?» demanda Victor en enlaçant Clara par derrière. Clara sourit, posant sa tête contre la poitrine de son mari. « Non, cette nuit-là, lorsque j'ai glissé ma carte de ménage dans ton bureau, je ne pensais qu'à gagner quelques dollars supplémentaires pour payer mon loyer. Je n'aurais jamais pensé trouver l'amour, fonder une famille, te trouver toi. C'est le miracle de la vie, dit Victor doucement. Les miracles viennent toujours d'où on s'y attend le moins. Ils restèrent là, en silence. Et Clara repensa au chemin parcouru. De la fillette de 7 ans, abandonnée dans le système d'aide sociale à l'enfance, en passant par des familles d'accueil cruel, le MIT et un rêve inachevé, les nuits épuisantes passées à travailler pour sauver Emma, jusqu'à cet instant dans les bras d'un homme qui l'aimait inconditionnellement. Elle avait survécu, elle avait gagné, et elle avait trouvé le bonheur. L'histoire de Clara et Victor dépassa largement les frontières de Chicago. Elle devint une légende dans le milieu criminel, celle d'un chef mafieux impitoyable apprivoisé par une femme de ménage. Mais pour ceux qui connaissèrent la vérité, ce n'était pas une histoire d'apprivoisement. C'était une histoire de rédemption. Victor ne devint pas plus faible à cause de Clara. Il devint plus fort, car il avait désormais quelque chose qui valait la peine d'être protégé au-delà de lui-même. Clara ne perdit pas sa résilience à cause de Victor. Elle avait simplement trouvé un endroit où se reposer après des années de combats solitaires. Ils n'étaient pas parfaits. Leur vie n'était pas un conte de fées. Victor était toujours un chef mafieux, prenant des décisions sombres dont Clara ne lui demandait jamais compte. Clara se réveillait encore la nuit à cause des cauchemars nés dans sa famille d'accueil. Mais ils affrontaient tout ensemble, et cela faisait toute la différence. Et Emma, la petite fille qui avait autrefois un cœur fragile, grandissait désormais, entourée de l'amour d'une vraie famille. Elle appelait Victor « Oncle Vic », et le parrain de la mafia le plus redouté d'Amérique faisait tout ce qu'elle lui demandait, qu'il s'agisse de jouer à la poupée ou de faire semblant de boire du thé lors de fêtes imaginaires. C'était un miracle. C'était le pouvoir de l'amour. Mon ami, cette histoire ne concerne pas seulement Victor et Clara. Elle nous concerne tous. Elle concerne les moments où nous passons devant un concierge dans le couloir sans même lui jeter un regard. Des moments où nous jugeons quelqu'un sur ses vêtements plutôt que sur sa personnalité. Des moments où nous oublions que chaque personne autour de nous a une histoire, une douleur, un rêve que nous ne connaissons pas.
Clara Bennett était autrefois invisible. Elle poussait son chariot de nettoyage devant des centaines de personnes chaque jour et personne ne la regardait. Mais à l'intérieur de cette femme invisible se cachait un génie du MIT, une sœur courageuse, un cœur rempli d'amour et une force extraordinaire. Le monde a failli perdre quelqu'un comme elle simplement parce que personne ne prenait la peine de la regarder. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez un agent de sécurité, un concierge, un livreur, regardez-les vraiment. Souriez-leur, remerciez-les, car vous ne savez jamais si le miracle de votre vie se trouve juste devant vous, attendant simplement d'être vu. Et si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de Clara, où vous vous battez seul, vous sentant invisible et oublié du monde, rappelez-vous que votre histoire n'est pas terminée. Parfois, les miracles surviennent dans les moments les plus sombres, là où on s'y attend le moins. Continuez à vous battre, continuez à espérer, car quelque part, quelqu'un attend de vous voir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et vos proches qui ont besoin qu'on leur rappelle que les miracles existent. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'histoire de Victor et Clara. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Clara dans votre vie? Vous êtes-vous déjà senti invisible comme elle? Ou avez-vous déjà été celui ou celle qui a vraiment vu quelqu'un que le monde avait oublié? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis tous les commentaires et je souhaite sincèrement connaître vos histoires et vos sentiments les plus profonds. Chaque commentaire que vous laissez me motive à continuer à créer chaque jour du contenu significatif. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et un cœur qui sait aimer et être aimé. N'oubliez pas de voir les gens qui vous entourent et de leur permettre de vous voir. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.